Puis, voilà, avez-vous des questions? Oups. Nico. Oui, n'importe toutes les questions sont bonnes, là. Dans le fond, c'est plus vraiment au niveau genre compréhension plus conceptuelle plus que les maths, là. Parce que les mathématiques, ça a bien été, mais l'énergie libre de Helmholtz et l'énergie libre de Gibbs, j'ai pas, genre, je serais pas capable de les différencier, genre conceptuellement, là. C'est quoi qui se passe exactement dans ces. Genre, juste de bien définir, genre, c'est quoi ces énergies-là, là. OK. Je vais, donc, je vais partager mon écran. Donc, je vais revenir là-dessus au prochain cours, mais est-ce que vous m'entendez encore? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez quand je suis là-bas ou Euh, oui, on vous entend. vous m'entendez? OK. Donc, tu vois, H est égal à E plus PV. Puis on pourrait s'en passer si on voulait, mais c'est quand même utile, par exemple, hein, si un processus à P constant, ben dH est égal à dE, donc P est constant, donc plus P dV. Hein. Puis ça, c'est justement égal à TdS. Donc, ça veut dire que le changement d'enthalpie dans les processus à pression constante, c'est égal à la chaleur absorbée. Une autre façon de le dire, c'est que la chaleur absorbée va en, euh, partiellement en énergie interne, ici, puis partiellement en travail. Hein. Puis, dans l'énergie libre de Helmholtz, F égale E moins TS. Donc, quand tu fais un processus à T constant, ben dF va être égal à dE plus TdS. C'était un signe moins ici, donc moins TdS va être égal à moins PDV. Donc, PDV, c'est le travail qui est fait par le système. Donc, moins PDV, c'est le travail que toi, tu fais sur le système. Donc, la différence d'énergie libre, c'est relié au travail que tu fais sur le système à température constante. Mais, donc, la vraie utilité de ces potentiels-là, c'est que, tu vois, si on a des DH, ça va être égal à TdS moins, plus VdP, puis dF, ça va être égal à moins SDT moins PDV. Donc, si quelqu'un me donne une façon de calculer l'enthalpie, ben, je connais toute la thermodynamique parce que si je connais l'enthalpie en fonction de P et de S, ben, tu vois que je peux obtenir T à partir de dH, ds à P constant. Puis je peux obtenir, donc je vais mettre une barre ici, je peux obtenir le volume à l'aide de dH dP à S constant. Puis tu vois, on peut faire le contraste avec, ce qu'on a normalement avec l'énergie. Hein. C'est-à-dire que si je regarde l'énergie, j'ai que DE est égal à TdS moins PDV. Donc, si je veux obtenir la température T, ben, je dérive le potentiel d'énergie, dE, ds, à V constant. Fait que tu vois, dans un cas,
pour obtenir la température dans un processus à pression constante, c'est l'enthalpie qu'il faut que je dérive, tandis que ici, c'est l'énergie qu'il faut que je dérive si c'est le volume que je contrôle. Donc, dépendant de la variable que je contrôle, c'est un potentiel thermodynamique ou l'autre qui est commode. Mais c'est juste une question de commodité. C'est pas qu'on n'a pas toute l'information avec l'énergie interne. Avec l'énergie interne, on a toute l'information aussi. Ça, c'est le ding, c'était pour me dire que mon crayon est en train de mourir. Donc, puis tu vois, il y a quelque chose de semblable aussi avec la pression. Si on regarde la pression, donc si on regarde cette expression-là ici, je vois que la pression P, c'est égal à moins dE dV à S constant. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Le travail, hein? Si on ne permet pas à la chaleur de... Si on ne permet pas d'échange de chaleur, c'est-à-dire si on garde l'entropie constante, ben, la pression, c'est relié au travail, donc c'est la dérivée de l'énergie par rapport au volume. Mais supposons, par exemple, là, je retourne ici, supposons que je ne sois pas capable d'empêcher la chaleur de rentrer parce que je suis en contact avec un réservoir de chaleur. Et à ce moment-là, on voit que pour obtenir la pression, il faut que je fasse moins dF dV à T constant. Hein? Autrement dit, cette expression-là ici, si j'écris que la pression, c'est moins dE dV à T constant, bien ça, c'est faux. Hein? Par contre, ça, c'est vrai ici. Donc, ces potentiels thermodynamiques-là, ils sont utiles pour plusieurs raisons. Une, c'est d'établir les relations de Maxwell, comme je l'ai fait, hein, qui me permettent d'avoir toutes sortes de processus différents, mais toutes sortes de mesures que je peux faire, mais qui sont reliées. Donc, ça, c'est une première utilité. Puis, l'autre utilité, c'est de voir ici que je peux obtenir toute la thermodynamique si je connais ces potentiels-là. Donc, on va voir au chapitre 6 que ce qui est le plus facile à calculer, ce n'est pas l'énergie interne, c'est l'énergie libre. Donc, c'est de Helmholtz. C'est F qui est le plus facile à calculer. Puis, dans d'autres cas, ça va être un autre potentiel qu'on n'a pas encore vu, là, qui s'appelle le grand potentiel, ou quand le nombre de particules varie. Donc, ces potentiels chimiques-là, ces potentiels thermodynamiques-là sont faciles à calculer. Puis, je sais que je peux obtenir toute la thermodynamique à partir de ça. Puis, une autre façon de voir aussi, c'est que si je me place du point de vue du thermodynamicien, disons, puis que tout ce que je peux contrôler, c'est je fais toutes des expériences en fonction de la température puis du volume. Hein, je mets des trucs dans des volumes, puis je change la température. Bon, mais quand est-ce que j'ai obtenu toute la thermodynamique? Bien, si je suis capable d'obtenir l'énergie libre de Helmholtz, F, j'ai toute la thermodynamique. Pourquoi? Bien, parce que T et V, je les connais, c'est moi qui contrôle. Puis, on a dit donc, tout ce qui me manque, c'est l'entropie, S, puis la pression P. Je peux les obtenir par des dérivés. Ah, donc, il y a toutes sortes d'utilités comme ça, en plus des interprétations physiques qu'on a données. Donc, dépendant des variables qu'on veut contrôler, ça peut être plus commode d'avoir un potentiel thermodynamique plutôt qu'un autre. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut quand même écrire l'énergie en fonction, même si l'énergie ici en rouge, même si cette quantité-là, elle est exprimée en fonction de l'entropie puis du volume, c'est-à-dire que les ds et dv, c'est comme les variables naturelles, entre guillemets, je peux quand même écrire l'énergie en fonction de la pression puis de la température si je veux. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. C'est juste que si j'écris DE à ce moment-là, puis
que c'est P et T qui sont, par exemple, P et T qui sont mes variables indépendantes, ben à droite, quand j'écris ds, il faut que j'écrive ds dt plus ds dp. Hmm? Je ne veux pas écrire juste ds parce que c'est TP qui sont mes variables indépendantes. D'accord? Je vais en reparler plus mercredi, là, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Là. Parce que je suis capable d'en parler indéfiniment de ça. Je sais pas. On est peut-être être tanné de m'entendre en parler. Là. Donc, ce que j'ai là, j'ai vraiment de la misère à déplacer ça de façon raisonnable. Là. Donc, vous voyez, si je connais, par exemple, supposons que je connais l'énergie E en fonction de la température, puis du volume. J'ai le droit de... Bon, quelqu'un peut me donner ça. Là. Bien, vous voyez que je n'ai pas toute la thermodynamique, c'est-à-dire que, vous voyez, dE, si quelqu'un me donne E en fonction de S et de V, bien là, je n'ai pas de problème parce que là, c'est en fonction de S et de V, bien, j'ai TdS moins PdV. Puis là, ça me donne toute la thermodynamique. Mais si j'ai E en fonction de T et de V, bien, il manque l'information. Là. Comment est-ce que je vais trouver l'entropie? Comment est-ce que je vais trouver la pression? Donc, on pourrait... parce que là, vous voyez, je peux prendre la dérivée de l'énergie en fonction du volume à température constante. Mais ça, c'est pas égal à c'est pas égal à la pression. C'est égal à quoi? C'est égal à... Donc, c'est V et T qui sont mes variables indépendantes ici. Donc, ça, c'est égal à... C'est pas égal à moins P. C'est égal à T ds dV à T constant dV plus ds dV à ds dt à P constant dt. Ça, c'est mon expression pour ds que j'ai écrite. Moins P. Parce que là, ensuite, quand je dérive par rapport à dV, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai un moins P ici, j'ai un moins P là, mais j'ai d'autres termes qui interviennent. Pourquoi? Bien, physiquement, on peut comprendre parce que quand je change le volume à température constante, bien, j'ai le réservoir. Puis le réservoir, il va y avoir de la chaleur qui va aller là. D'accord? Donc, TdS dt à volume constant, vous voyez que j'ai la chaleur spécifique, la capacité calorifique à volume constant fois dt. Puis TdS, donc ça, c'est ce terme-là ici. Puis j'ai moins P. Oups! Excusez, je dérivais par rapport au volume. Donc, je suis en train de faire des erreurs ici. Donc, ça ici, ça disparaît. J'ai juste remplacé ds par ds dt dv, puis ensuite, j'ai dérivé par rapport à dv. Donc, j'ai ces termes-là.
Et puis, donc, CV, DT, DV. Je recommence, OK? Parce que là, je suis en train de vous mêler autant que je me mêle. Donc, on recommence au complet. Donc, le TDS, il faut que je le réécrive. Donc, il faut que j'écrive DS, DV à T constant, DV, DV, plus DS, DT à V constant, fois DT, donc DT, DV, à T constant. Donc, c'est ça ici, cette partie-là, c'est 0. Donc, puis ça, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est égal à T, ds, dv, à T constant, moins P. Puis, vous voyez, ça a du sens, parce que ça, comme je vous disais, quand on change l'énergie, le volume, pardon, à température constante, bien, il y a une partie qui est reliée au fait qu'il faut que le réservoir est là, lui. Donc, ça se peut qu'il absorbe de la chaleur. Puis ça, si on regarde ça comme il faut, il y a une relation de Maxwell qui dit que ça, c'est égal à dP dt à volume constant, moins P. Est-ce que ça va, ça? Donc, vous voyez, si vous vous trompez, inquiétez-vous pas, là, moi aussi, je me trompe. Il faut juste s'en rendre compte et recommencer. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a des problèmes que vous voulez que je fasse ou des questions? Ou... On peut regarder des problèmes. Donc, n'ayez pas peur, là, les potentiels thermodynamiques, on va en parler, puis on va s'en servir. Puis vous allez voir un peu à quoi ça sert. Est-ce que vous faites présentement, est-ce qu'il y en a qui font présentement mécanique classique 2? Non? C'était à la session d'été, il n'y a qu'une seule, 2 personnes qui l'ont fait l'été dernier. Alors, seulement 2 personnes, OK. Ouais. Bon, pour ces personnes-là qui l'ont fait, les potentiels thermodynamiques, c'est comme la différence entre le Lagrangien et l'Hamiltonien. OK, donc on a des problèmes ici. Tiens, je pourrais faire celui-là, les liquides parfaits. Ça va? Ça a l'air d'un petit problème. OK, c'est bon, on essaye celui-là?
Donc ça, c'est le problème 5.10. OK, donc on nous dit, en partant de DE, donc on nous dit DE est égal à TDS moins PDV. Puis on utilise V et T comme variables indépendantes. Donc j'ai écrit que c'est pas mal ce que j'ai fait en haut. Hein? V et T, variables indépendantes. Puis en utilisant une relation de Maxwell, montrer que, donc à montrer, on veut que à montrer, c'est que P plus DE, DV à T constant, c'est égal à T ds dv à T constant. Puis ça, c'est égal à T dp dt à V constant. En fait, excusez, là, c'est exactement ce que j'ai fait en haut. Je ne l'avais pas vu, là, mais vous voyez. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que dE dv à t constant est égal à t dp dt moins p. Donc, c'est équivalent à ça ici. Puis, on avait comme étape intermédiaire ceci. Puis là, j'ai dit qu'il y avait une relation de Maxwell qui reliait ça. Puis cette relation de Maxwell-là, vous voyez, c'est T et V. Fait que T et V, c'est toujours le potentiel naturel, c'est F. Donc, j'ai dF est égal à TDS moins PDV. Pardon, moins SDT moins SDT moins PDV. Donc, on voit la relation de Maxwell. Hein? C'est-à-dire que ça ici, c'est égal à dF dt dt plus dF dV. Ça, c'est à V constant. Ça, c'est à T constant. dV. Donc, maintenant, si je mets les dérivées croisées égales, bien, ça, il faut que je dérive ça par rapport à V. Fait que ça fait moins ds dV. Puis, il faut que je garde l'autre variable constante, T. Puis, donc ça va être égal. Donc, ça s'entraîne. Ça va être égal à donc la dérivée de ça par rapport à T. Donc, ça, c'est la dérivée de ça ici. Donc, c'est moins dP dt à V constant. Donc, ça, on a dérivé la relation de Maxwell. Puis, en fait, c'est ça qu'on utilise ici. D'accord? Donc, ça, c'est la partie A du problème. Puis, la partie B. La partie B, la loi de Joule pour les fluides parfaits dit que dE dV à T constant égale à 0. Ça, c'est ce qu'on avait pour le gaz parfait. Donc, hypothèse.
Montrer que ceci, ainsi que le résultat obtenu en A, implique l'existence d'une fonction du volume f de V telle que P fois f de V égale T. OK. Donc, il faut utiliser les résultats précédents. Puis, le résultat précédent, ben, ici, on a ça maintenant, donc il faut tenir compte. Donc, ça veut dire que si ça c'est égal à 0, ça veut dire que ce que j'ai maintenant comme relation, c'est que P est égal à T dP dt à volume constant. Fait que la seule façon que ça soit vrai, c'est qu'il faut que P soit une fonction linéaire de T. Hein? Parce que vous voyez, si j'écris que ça c'est égal à T, puis j'ai par exemple une dérivée de AT carré dt à V constant, bien là, ça ne marchera pas parce que là, je vais avoir 2 AT fois T, ça va donner encore T carré, mais je vais avoir un 2 qui va être dans le chemin. Donc, ça ne peut pas marcher. Autrement dit, si la dérivée de P par rapport à T, c'est juste de diviser P par T, bien ça entraîne que P est égal à une constante fois T. Bon, d'où ça vient la fonction du volume? Pas d'idée. C'est juste parce que la dérivée est prise à volume constant, d'accord? Donc, n'importe quelle fonction de, mettons, G de V ici, n'importe quelle fonction du volume, ça peut être une constante, ça peut être V au carré, ça peut être n'importe quoi. Ça va satisfaire cette équation-là. Parce que cette équation-là, tout ce qu'elle nous dit, c'est que c'est la dérivée à volume constant. Donc, je ne dérive pas le volume, fait que multiplié par une fonction du volume, ça va être bon. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Pas d'objections? OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on fasse? Moi, je me demandais, le numéro, c'était des liquides parfaits. Pourquoi ça a rapport avec un liquide parfait? Ben, c'est juste un nom qui est relié au fait que ça c'est une relation qu'on obtient pour les gaz parfaits. D'accord? OK. Donc, mais là, ça serait un liquide parfait dans le sens où c'est pas nécessairement PV égale NRT. Vous voyez, OK. on a P fois une fonction du volume égale la température. Donc, on va voir un petit peu plus tard dans ce cours-ci que, effectivement, si on tient compte des interactions, le volume ou la densité va intervenir. Hein. Plus le gaz est dense, plus il y a de probabilité d'avoir de collision, fait que ça va changer. Et la pression, je vais vous expliquer ça. C'est ça qui va nous permettre à la fin de parler du processus Joule-Thomson.
qui est OK. le processus qui fait qu'on peut refroidir un gaz en le passant dans une détente, comme on l'a vu dans le détendeur pour la thermopompe. OK. Ça marche. Donc, on pourrait essayer celui sur la vitesse du son. Je pense que ce n'est pas un problème très long. Puis c'est intéressant, en fait. Donc, là, on fait donc, c'est le problème 5.4. Et comme je vous dis, ce qui est plus important, c'est vos questions. Là. Moi, je fais ça pour passer le temps. Là, mais si vous avez des questions, donc on peut essayer 5.4. Donc, 5.4, vitesse du son. Donc, ce qui est intéressant physiquement, ça va être la partie C. Donc, la vitesse des ondes sonores longitudinales de faible amplitude dans un gaz parfait est donnée par l'expression C, ça c'est la vitesse, et racine carrée de dp des ρ. Donc, C égale racine carrée de dp des ρ, où ρ c'est égal. Attends, je ne pense pas que je vous avais donné ça en devoir, je vais juste vérifier quand même. Non. OK. Donc, ρ est la masse par unité de volume du gaz. Donc, ρ, c'est égal à oups, M sur V. Donc, A, obtenir la vitesse du son pour un gaz dans lequel les compressions et raréfactions sont isothermes. D'accord? Donc, ça va être donc, la partie A. Donc, isotherme. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, ce n'était pas spécifié ce que je regardais constant ici. Fait que ça donne dP, D, ρ qui est M sur V à T constant. Donc, ça, c'est égal à dP dV à T constant fois dV D de M sur V à T constant. Vous êtes d'accord? Donc, puis là, je sais que PV est égal à nu RT. Donc, ça veut dire que dP dV à T constant, c'est égal à donc D dV de nu RT sur V à T constant. Donc, ça, c'est égal à moins 1 sur V carré fois nu RT. Et puis, ensuite, il faut que je fasse l'autre dérivée. Donc, dV sur D M sur V, le tout à T constant. C'est plus facile de faire son inverse, c'est-à-dire de prendre la dérivée de M sur V par rapport à V à T constant, exposant moins 1. Donc ça donne moins M sur V carré, exposant moins 1. Est-ce que ça va, ça? Ce que j'ai utilisé, là, c'est que dA sur dB assez constant fois dB dA assez constant. Attendez un peu, je vais
Je suis en train de barbouiller, là. Ça, c'est d'autres choses. C'est égal à dA assez constant, donc c'est égal à 1. Donc ça veut dire que dA dB assez constant, c'est égal à dB dA assez constant à la moins 1. D'accord, donc c'est ça que j'ai utilisé. Alors, si maintenant je regarde ça, puis je fais le produit des deux, donc ça donne que dP dρ c'est égal à dP dt à V constant. Donc, c'est ce truc-là ici, donc c'est moins 1 sur V carré nu RT. D'accord? Puis ensuite, j'ai ça ici. Donc, ça, c'est un autre moins, donc ça fait plus V carré sur M. Heureusement, la compressibilité, il faut que ça soit positif. Donc, ça, c'est égal à nu RT sur M. Puis là, la partie B, on vous demande quelle est la vitesse du son dans un gaz pour lequel les compressions... OK. Donc, le cas dans les compressions sont adiabatiques. Puis là, je fais une note historique. Il y avait depuis longtemps un désaccord entre calcul et mesure pour la vitesse du son. C'est en 1802 que Laplace charge Biot de vérifier si cela ne venait pas de l'hypothèse que la compression de l'air dans une onde sonore était isotherme. Okay? Donc, dans les premiers calculs qu'ils ont faits, ils ont supposé que c'était isotherme, comme ce qui est là. Donc, si c'était adiabatique, ben là, il faut prendre dP dV à S constant. Pardon. C'est toujours dP dρ à S constant, mais dP dρ à S constant, c'est la même chose que dP dV à S constant. Puis, la partie en vert ici, ça ne change pas, d'accord? Donc, ça, on a toujours moins V carré sur M. Donc, dP dV à S constant. Donc, on sait que PV à la gamma égale à une constante. Donc, ça veut dire que P est égal à une constante sur V à la gamma. Excusez, là, je ne sais pas comment faire mieux. Là. Donc, dP dV à S constant, c'est égal à moins gamma fois une constante fois V à la gamma plus 1. Excusez, j'ai écrit n'importe quoi. Là. J'ai écrit la dérivée de V à la moins gamma par rapport à V. Ben, c'est égal à moins gamma fois V à la moins gamma
moins 1. Donc, c'est bien V à la gamma plus 1 qui va ici. D'accord? Donc, j'ai que... donc, si je substitue ici, j'ai moins gamma fois une constante sur V à la gamma plus 1 fois moins V carré sur M. Mais la constante est égale à PV à la gamma, d'accord? Donc ça, c'est moins gamma, PV à la gamma sur V à la gamma plus 1. Mon V carré sur M. Donc ça, c'est égal à... Donc le signe moins disparaît, encore une fois. Puis il me reste... donc le V à la gamma se simplifie. Il me reste gamma fois P V carré sur M. Je ne sais pas si ça a du bon sens, mon affaire, hein, mais je ne suis pas certain que mes unités fonctionnent. Ça, c'est égal à gamma. PV, c'est égal à nu RT. Puis ici, j'ai V sur M. Non, OK. Génial. J'ai un V carré ici. Excusez, on fait les erreurs en direct. Donc ici, j'ai un V carré ici, puis ici, j'ai V à la plus 1. Donc, il ne me reste plus rien que... Non, c'est ça, mes unités n'auraient pas marché, vous voyez? Donc là, j'efface ça ici. Donc, voilà. Donc, vous voyez la différence entre... On va aller du bleu au bleu maintenant. Donc, dans un cas, on a ça ici. Puis, dans l'autre cas, on a cette relation-là ici. Donc, vous voyez qu'il y a un gamma là, qui est 5 tiers. Puis, si on prend la racine carrée, ben voilà, c'est la racine carrée de 5 tiers. Ça modifie un petit peu la réponse. Pas énormément, mais ça modifie un petit peu. 30%, je pense, quelque chose du genre. Puis là, donc là, c'est la partie peut-être plus intéressante. Trouver un argument physique expliquant pourquoi il est préférable de supposer que la compression dans une onde sonore est adiabatique plutôt qu'isotherme. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est une approximation, ce n'est pas exact, mais regardez, une onde sonore, là, ça a une grande longueur d'onde, d'accord? Puis ça vibre comme ça ici. Donc, quand on comprime ça, pour que ça soit isotherme, il faudrait que ça ait le temps de devenir à l'équilibre thermique. C'est-à-dire qu'il y ait de la chaleur qui passe d'un endroit de la pièce à l'autre quand j'ai mon onde sonore. Mais pour ça, c'est la diffusion de la chaleur hein, qui contrôle ça. Puis la diffusion de la chaleur, ben c'est sûr, si vous allumez un rond de poêle, ben on sent la chaleur très, très rapidement si on met la main au-dessus. Parce qu'en fait, la chaleur, là, dans ce cas-là, c'est surtout la radiation infrarouge. Là. Puis ça peut aller vite. Mais si on regarde juste la chaleur qui est apportée par le coefficient, par la conductivité thermique, bien ça va très, très, très lentement. En fait, c'est surtout, les calorifères, ça fonctionne surtout par convection. Hein, c'est-à-dire que ça devient chaud. Puis là, l'air chaud est plus léger, puis là, il monte, puis là, ça fait des rouleaux de convection. Puis ça fait une chaleur. Si vous achetez une chaufferette chez votre magasin préféré, vous allez voir qu'il y a toujours un éventail. Parce que s'il n'y a pas d'éventail, la chaleur, elle prend beaucoup de temps
à se propager. Donc, soit qu'on a quelque chose à terre qui chauffe beaucoup puis qui fait de la convection, soit on a quelque chose qu'on peut mettre sur une table, puis là, ça prend vraiment un éventail. Donc, la réponse, c'est juste que la diffusion de la chaleur est très, très lente. Ce qui fait que c'est mieux de prendre une compression, l'hypothèse d'une compression adiabatique plutôt que isotherme, dans ce cas-là. D'accord? Donc, ça, je vous dis, donc ça, c'était une formule qui avait été établie, je pense bien, la formule C égale racine carrée d'épée des roues. Je pense que c'est Newton qui avait fait ça. Puis, quand il mesurait, bien, la vitesse du son était un peu plus grande. Puis, pourquoi elle était plus grande? Elle était plus grande par un facteur racine carrée de gamma, où gamma est CP sur CV. Donc, 5 tiers pour le gaz parfait. Mais là, il ne faut pas oublier que, en fait, on a plutôt des molécules diatomiques. Hein? Fait que CP sur CV est différent. Parce que pourquoi? Bien, parce qu'on a vu que CV, pour des molécules diatomiques, c'était pas égal à 3,5 R. Ça peut être plus grand que ça. OK. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on va arrêter ici. Moi, j'ai quelque chose à 10h30. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ne gênez-vous pas, là. Donc, vous pouvez me poser des questions sur le cours comme vous l'avez fait. Ça me fait plaisir. Je peux faire des exercices. Mais ne gênez-vous pas pour demander n'importe quelle question. Vous pouvez aussi regarder vous-même des exercices que je n'ai pas donnés en devoir qui ont l'air de vous intéresser. On va les faire, d'accord? Donc, je vais me tromper, là, comme vous avez vu, mais c'est correct. Là. Quand vous faites vos exercices, vous vous trompez. Mais l'idée, ce qui est important, c'est pas de pas se tromper, c'est de se rendre compte qu'on s'est trompé, d'accord? Donc, quand les unités ne marchent pas, c'est un bon signe. OK. Bye-bye, à mercredi. Merci, bonne journée. Bienvenue, bye. Bonne journée.